Bonsoir à tous. Et même si l'assistance n'est pas très nombreuse, parce que nous sommes un jour de vacances, de cinémède et un vendredi soir, on est très content d'accueillir ce soir Jeannine Tesson. Alors Jeannine Tesson, on la reçoit ce soir dans le cadre des rencontres de la médiathèque Émile Zola, en partenariat avec Sorams. On la reçoit ce soir non pas pour un livre, mais deux. Donc le livre dont on va sûrement parler le plus longtemps, c'est le 12e corps, qui est paru dans sa collection. Je dis sa collection parce que c'est elle qui la dirige, au Chèvrefeuille étoilé, donc d'un noir l'autre. Et on aura quelques petits mots ensuite pour le recueil de nouvelles. Je trouve un très joli, sans le post-it c'est mieux, voilà, avec une très jolie couverture, Repas de Fiel, qui est publié au Mot Fou. C'est une petite maison d'édition à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, on va commencer par parler un peu de Jeannine, parce que certains d'entre vous la connaissent sans doute, mais pas tout le monde et surtout pas tous les usagers de la médiathèque qui pourront regarder la rencontre sur le site dès qu'on lui aura mise, c'est-à-dire environ dans une dizaine de jours. Donc quelques mots sur vous. Vous êtes né au milieu du siècle dernier, hein, comme ça on reste évasif. Hein. Je dis ça pour moi aussi, hein, voilà, parce que... Ah oui, je parle là-dessus. Et vous avez passé votre enfance au Maroc, vous avez vécu en Côte d'Ivoire, et vous avez beaucoup de cordes à votre arc, puisque vous avez été enseignante, couturière, clown, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est l'écrivain qui nous intéresse. Alors, j'en oublie peut-être, mais je crois que depuis le premier livre publié en 93, il y en a eu 45. Oui, voilà, j'arrive au 45e. Là. 45 livres en 25 ans. Eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup arrêté. Hein. Non. Voilà. Je me souviens, je vous avais déjà interviewé pour un autre livre qui était paru dans la même collection, La Métamorphose du Rossignol. Et je vous avais demandé à ce moment-là, 45 livres en 25 ans, est-ce que c'est bien raisonnable? Et est-ce que vous aviez, et j'avais posé la question de, est-ce qu'il y a une boulimie d'écriture chez vous? Et je me souviens très bien que vous m'aviez dit, non, c'est pas du tout ça, c'est le besoin d'écrire. Oui, c'est le besoin d'écrire. Et puis c'est vrai que j'ai commencé tard, donc je me suis retenue longtemps. Quand même, le terme de boulimie est un peu juste parce que je me suis retenue d'écrire et quand enfin je me suis décidée, j'avais énormément de choses à écrire. J'avais déjà beaucoup de choses en tête qui étaient déjà élaborées. Et puis le plaisir d'écrire, ça donnait ça. Maintenant, autrefois, je pouvais écrire 2 ou 3 livres dans l'année, enfin des livres pour la jeunesse et puis un livre pour adultes. Mais maintenant, j'ai beaucoup ralenti. Hein. Ma boulimie s'est un peu calmée. Quand même 45 livres en 25 ans, ça me paraît quand même beaucoup. Hein. Donc on il va y en bien a sûr des pas tout tous petits, les citer. il y en a des tout oui. petits comme ça. Hein. Donc on va bien sûr pas tous les citer, hein. Mais on va quand même parler du premier, La Petite Cinglée, qui était paru chez Climat, une maison d'édition à Castelnau-le-Lez, hein, qui est maintenant chez Flammarion. Donc c'était là où vous avez publié ce premier livre et qui avait eu quand même le prix Antigone en 93. Oui, et aussi le prix du premier roman à Chambéry, c'est ça, oui. Voilà. Donc pour un premier coup d'essai, c'était un coup de maître. Et depuis, vous n'avez pas cessé d'écrire. Et il y a une particularité, c'est que vous écrivez, en gros, pour un public qui va de 5 à 105 ans. Hein, oui. Parce que vous écrivez pour la jeunesse et les adultes. Et même si aujourd'hui c'est plutôt pour les adultes, je crois, vous avez beaucoup écrit pour la jeunesse. Alors là, je vais lire mon papier parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a de tout. Hein. Il y a des romans contemporains, des romans historiques, des policiers, des nouvelles, des contes, dont certains pour les grands, parce que ce sont des contes érotiques, du théâtre, de la poésie. Voilà, c'est très étonnant, cette diversité d'écriture, j'imagine, parce que c'est des livres différents, mais c'est aussi des écritures différentes. Oui. Là intervient le plaisir. Quoi. C'est vrai que j'ai un réel plaisir à écrire et à la littérature. Et donc, mais je ferai une remarque, c'est que pour un écrivain ou une écrivaine, c'est extrêmement mauvais pour une carrière. Parce que quand on écrit dans tous les registres, dans tous les genres et pour tous les publics, on n'est pas considéré comme un vrai écrivain sérieux. On est considéré comme un touche-à-tout, comme voilà. Mais donc quand j'ai écrit par exemple L'Enfant Plume, qui a été un livre qui a eu beaucoup de succès, et que j'ai présenté après ça un roman qui était plutôt fantaisiste, qui était La Métamorphose du Rossignol.
personne n'en a voulu. On a dit non, écrivez un deuxième enfant plume. J'ai dit mais qu'est-ce que ça va pas? Non, je peux pas, je peux pas écrire deux fois le même livre. C'était comme ça. Quand on est dans un registre, on a plus de chances d'être connu que quand on fait ce que je fais moi, écrire ce qui me plaît quand ça me vient. Et puis oui, c'est comme ça. Parfois, je suis touchée par un événement ou par quelque chose qui est dans l'air, qui arrive tout à coup, qui s'implante dans ma tête, et ça peut ressortir sous forme de poème, sous forme d'une pièce de théâtre, sous la forme d'un roman policier. Ou sous la forme d'un écrit pour la jeunesse, pour les tout petits, c'est comme ça. Je me laisse traverser et je me laisse guider par mon inspiration et voilà. Donc j'ai du plaisir, mais c'est pas raisonnable pour une carrière d'écrivaine. Donc aujourd'hui, on va parler du 12e corps. Hein. Donc ce 12e corps, alors il est dans une collection qui s'intitule D'un noir l'autre. Alors D'un noir l'autre, a priori, c'est plutôt des polars, mais des polars un peu pas tout à fait des polars classiques. Hein. C'est très atypique. Oui. Voilà. Et donc celui-là, alors j'ai envie de dire, c'est un roman policier, c'est un roman historique. C'est un peu des deux. C'est une enquête sur le passé, donc. Et puis il y a du sang, donc il y a des crimes quand même, et donc c'est un peu des deux, c'est un mélange des deux. Mais vous savez, maintenant le roman policier qui autrefois était très standard a beaucoup évolué. Et maintenant on appelle policier. Ça franchit tous ces codes. Oui. Oui, de plus en plus. Hein. Oui. Il y a des romans noirs où il n'y a pas d'enquête. Oui. Il y a des romans policiers de moins en moins. Il y a de moins en moins de romans énigmes, effectivement. Mais il n'empêche que dans celui-là, il y en a une énigme. Oui. Et donc le livre se décompose en 3 parties. Il y a une partie sur le passé, une partie sur le présent, puis il y a un tout petit appendice qui explique, qui donne un peu les clés. Oui. Mais on ne va pas raconter le livre, mais quand même, Janine, quel passé et quel présent? Comme ça, on va rentrer un peu, et le public avec vous dans le cœur du livre. Alors, comme ça parle du passé, évidemment, je me suis inspirée de la réalité, de historique. Et donc, j'ai su qu'en 2003, à Saint-Julien-de-Cremps, en Périgord, on a déterré 17 corps de soldats allemands. Et alors ça a été un des éléments qui a déclenché l'écriture. Et puis, un ami à moi qui est allemand, qui habite dans le Gard, il s'est trouvé que la personne qui venait faire le ménage chez lui était la petite fille d'un soldat allemand. Et que ça avait créé un drame dans la famille, voilà. Et qu'elle a retrouvé sa mère a retrouvé cet homme très tard, au moment où il allait mourir. Donc ces deux faits, comme souvent, hein, il faut qu'il y ait une étincelle entre deux faits qui vont se rencontrer. Ça fait une étincelle et ça donne naissance à un livre. Et là, voilà, donc je me suis servi de ce fait, de ces soldats allemands qui étaient des soldats qui étaient prisonniers à Bergerac parce qu'ils s'étaient rendus avant la fin de la guerre, parce qu'ils en avaient marre de faire la guerre et qui ont disparu corps et totalement et qui ont été abattus par des résistants, qui se sont vengés parce qu'à Saint-Julien-de-Cremps, il y a Das Reich qui est passé, donc la légion de SS allemand. Et c'est ceux qui ont sévi à Oradour-sur-Glane. Voilà. Et d'ailleurs, c'était celui qui les commandait, c'était celui qui a fait le massacre d'Oradour. Et donc, comme ils avaient tué, je crois, une vingtaine de personnes dans ce village, un petit groupe de résistants a voulu se venger, et ils se sont vengés, et pas sur les assassins, hein, sur des gens qui étaient pris comme eux dans la guerre et qui n'avaient pas du tout envie de continuer. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc moi, j'ai imaginé un personnage parmi
ces jeunes soldats abattus, et puis après l'histoire voilà. D'une rencontre, voilà. Quand même, en 1941 à Orléans avec Marguerite, voilà. qui sont les deux protagonistes du début de la première partie du livre. Et c'est d'ailleurs une histoire d'amour très lumineuse, très très belle. Oui. Mais c'est quand même une histoire d'amour impossible. Parce que en 1941 à Orléans, c'était pas facile qu'une vraie histoire d'amour puisse vivre entre un soldat allemand et une petite jeune fille qui travaillait dans un petit magasin de couture. Très jolie la rencontre avec les dentelles, l'école en dentelle, j'ai trouvé ça très joli. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie histoire d'amour ? Bonne question. Parce que ça, c'est une vraie histoire d'amour, puisque quand elle est sur le point de mourir et qu'elle a perdu la mémoire, il ne lui reste plus que ça. Elle ne se souvient plus que de lui. Donc, c'est une histoire d'amour qui a existé ou qui n'a pas existé ? Mais si, c'est... Non, mais... Voilà, et... Il y a un moment, elle s'arrête, et ça fait partie d'ailleurs c'est toute l'histoire du livre. Elle s'arrête parce qu'à un moment, Marguerite cesse d'avoir des nouvelles de Hans. Alors ça, c'est pour le passé, et on n'en dira pas trop plus pour ne pas déflorer la lecture du livre. Et Marguerite a quand même eu une descendance. Elle a eu une petite fille qui s'appelle Françoise. Elle a eu aussi une petite fille qui s'appelle Romane. Et Romane, c'est le présent. Alors, parlez-nous un petit peu de Romane. Alors, Romane, c'est le présent. Elle représente... d'abord, elle est très liée avec sa grand-mère. Donc, elle a un héritage de courage, de joie de vivre très fort, mais elle porte aussi la violence, elle porte aussi beaucoup de choses. Et Romane, c'est une métisse. Donc son père est un Afro-Américain. Et Romane, elle porte aussi les gènes de son grand-père allemand. Donc elle est tout ce mélange, et elle est le présent. Et par amour pour sa grand-mère, et aussi parce que moi je crois qu'il y a des liens qui se tissent entre les êtres, même après la mort. Enfin, elle enquête sur ce grand-père. Elle va chercher à savoir comment il est mort et où est son corps, parce qu'on n'a jamais retrouvé. Et surtout, pourquoi est-ce qu'à un moment, il n'y avait aucune raison, Marguerite n'a plus eu de nouvelles. Voilà. Tout d'un coup, ça s'est fait d'une manière très subite. Et donc là, il y a une espèce de mystère qu'elle va tenter d'éclaircir, et ça ne va pas être sans mal, parce que le passé pèse sur le présent, bien souvent. Bien sûr. Là, on va voir aussi les adhérences entre le passé et le présent, parce que... Alors, je ne sais pas si on va aborder le fait que je regarde un peu derrière la grande statue de la Résistance. Si, mais allez-y maintenant, peu importe parce quand. Que, moi, ce que j'aime quand j'écris des romans historiques, c'est de regarder derrière la légende, de regarder ce qu'on n'a pas dit, ou ce qu'on cache, ou ce qu'on camoufle comme ça. Et là, donc... il se trouve que je parle des rapports qu'il y a eu entre la résistance et la guerre d'Algérie. Et parmi les résistants, il y en a beaucoup qui se sont engagés dans l'armée et qui ont été des tortionnaires, malheureusement. Qui ne se sont pas tous bien conduits. Comment ? Qui ne se sont pas tous bien conduits, pour le dire avec un euphémisme. Oui, et qui ont été à fond pour l'Algérie française, et qui, alors qu'ils avaient été, ou leurs camarades avaient été torturés par la Gestapo, eh bien eux, ils ont employé les mêmes méthodes pour torturer des résistants algériens, quoi. Parce que manifestement, cette idée de résistance, c'est une idée qui vous plaît, parce que dès le début du livre, par exemple, Hans, donc l'amour de Marguerite, eh bien, il ne va pas hésiter, parce que Hans, c'est un musicien, Hans, il parle français, Hans, il est évidemment pas dans la caricature des brutes qui a existé par ailleurs, mais il n'est pas du tout là-dedans, et il va
pas hésité à aider la sœur de Marguerite à héberger quelqu'un qui est pourchassé par les nazis. Oui. Voilà. Il y a ça d'un côté, il y a aussi il y a le châtelain, le châtelain et la châtelaine qui sont des grands résistants, mais qui appartiennent effectivement à un milieu social très privilégié. Tout le monde croit que ce sont des collaborateurs. Ils sont bien obligés d'héberger des Allemands dans leur château, comme ça a été le cas pendant la guerre. Mais dans la réalité, ce sont des résistants. Donc, on a l'impression que ce qui vous intéresse, c'est les choses qui ne sont pas comme on pense qu'elles seraient. Voilà, l'ambiguïté des situations, des choses, des gens, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Parce que si c'est pour raconter ce que tout le monde raconte, c'est pas la peine. Donc, voilà. Et moi, je voulais juste rebondir, faire une toute petite allusion à quelque chose qui n'a rien à voir avec les deux livres dont on est en train de parler. C'est que j'ai interviewé il y a peu de temps une auteure une jeune auteure montpelliéraine qui s'appelle Magali Vienner, que Janine connaît très bien, et qui a fait un très joli livre pour les enfants, où il est question de la résistance allemande, le réseau de résistance allemande, qui s'appelait la Rose Blanche, et qui a été initié par une jeune fille qui s'appelle Rosa Bruck. Et là aussi, Magali, comme vous, elle s'intéresse à ce qui est derrière les choses, c'est-à-dire ce qui n'est pas donné, parce que cette résistance allemande au nazisme, on en parle très 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 peu. Très peu. C'est comme si ça n'avait pas existé. Tous les Allemands n'étaient pas... pourtant, les premiers qui ont été assassinés dans les camps de concentration... C'était des Allemands. C'était des Allemands. Puis il y a eu Absolument. des Espagnols, et puis il y a eu des... Voilà, mais c'est vrai que les premiers, c'était des communistes, c'était des... Voilà, ces gens-là, c'était des Allemands. Hein. Alors, moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui m'a frappé dans le livre, et pas seulement dans celui-là, dans les autres que j'ai lus. C'est des magnifiques destins de femmes. Hein, même Françoise, la fille qui est musicienne, la mère Marguerite, bien sûr, et son amour éperdu pour Hans, dont elle ne se souvient plus que de cela quand toute la mémoire s'en va. Il y a aussi Romane. Je trouve que ce sont des très très beaux portraits de femmes, mais quand même, d'une certaine manière, elles ont eu à souffrir des hommes. Oui. Souffrir des hommes... Romane, quand même, c'était un peu difficile, quand même. Oui, elle souffre de la vie. Quand on vit et qu'on n'est pas dans du coton, forcément, on souffre. Mais ce que je voulais dire, c'est que les femmes que vous citez sont des créatrices. Et c'est ça qui les sauve. Ça les sauve de tout. Marguerite, c'est une couturière. Et moi, j'ai une grande estime pour la couture, parce que je pense que c'est une façon de créer. Si on est vraiment une couturière, on est une créatrice. Ou un couturier, pareil. Mais ce sont seulement les hommes qui s'accaparent ce côté-là de la couture. C'est comme la cuisine, longtemps ça a été les hommes qui étaient des créateurs. Et les femmes, elles l'étaient tout autant, mais on n'en parlait pas. J'ai entendu parler ce matin à la radio d'un livre d'un grand pâtissier qui a fait un livre sur les grands pâtissiers pour lesquels il a beaucoup d'admiration. Il y en a 35, et sur ces 35, il y a 2 femmes. Et oui, bon... C'est QFD, hein. Et donc, Marguerite, elle est couturière. Sa fille, Françoise, qui a hérité de son père, elle est chanteuse classique. Et elle épouse, elle a été la compagne d'un homme qui est un jazzman. Et puis, Romane, elle va mêler la musique et le spectacle de rue. Elle est funambule, elle est danseuse, donc ces trois-là, donc elles se sauvent justement de des difficultés de la vie parce qu'elles créent. Avec l'art. Oui. L'art dans tous vos livres, l'art, ça a vraiment une dimension importante, c'est-à-dire que c'est à la fois, ça fait exister, ça a une dimension vraiment. Et là, c'est beaucoup la musique quand même, parce que Hans, il joue du piano. Oui. Voilà, Hans joue du piano, Françoise chante. Ils sont vraiment dans la. En tout cas, c'est en relisant le livre, parce que très souvent, pour les rencontres, je les lis 2 fois. Je dis, mais il y a de la musique tout le temps. Oui, il y a beaucoup de musique dans ce livre, oui.
Et alors, en opposition à ces femmes qui sont très lumineuses et qui sont créatives et qui sont les hommes, en dehors de Raphaël, donc le compagnon très, comment dire, vraiment très lumineux lui aussi de Romane et de Hans, les hommes, c'est moins bien. Ben, Dans le livre, hein. Elles en rencontrent Voilà. qui sont moins bien, disons. Mais par exemple, Françoise, qui a vécu avec ce jazzman qui s'appelle Noé Jones, ils ont vécu ensemble des belles choses, et puis après, il s'en va. Non, mais je pensais surtout à Maurice. Je pensais surtout à Maurice, Maurice, le mari de Marguerite, qui oui, mais ça a été un mari par défaut, par défaut. Parce que elle avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, et puis lui il a fait son siège, quoi. Il l'a quasiment capturé, quoi. Et elle a dit oui parce qu'elle avait une enfant, parce elle avait été malade, parce qu'elle savait plus comment faire, et elle accepte de l'épouser. Et en plus, il lui dit qu'il prend sa fille, cette fille de Bosch, il la prend comme sa fille. Donc bon, elle accepte, mais c'est vraiment par défaut. C'est pas un choix. Et d'ailleurs, il l'accepte dans un premier temps, mais pas très longtemps, parce qu'assez vite, elle va partir en pension. Hein. Oui, puis surtout dès qu'il a des enfants à lui et qui sont tellement différents de cet enfant qui elle a d'autres qualités et tout, il commence à la détester, quoi. Alors, un des traumatismes majeurs de Marguerite, vous devinez bien ce qui s'est passé hein, au moment de la Libération, quand on a un amour avec un Allemand et qu'en plus on a un enfant. Alors là, Janine va vous lire ce passage-là, un passage qui la concerne vraiment, qui concerne Marguerite, et ce qui s'est passé au moment à la Libération. Mais j'ai essayé de faire une lecture de 1 minute 15, mais c'est absolument impossible. Peu importe. Vous lisez le temps que vous voulez. Parce que 1 minute 15, on est entre nous. Je lis 4 lignes et puis voilà. On est entre Alors, nous. donc, ce texte, il pourrait très bien illustrer la célèbre photo de Capa, qui est la photo des tondus de Chartres. Je ne sais pas si... Je crois que j'en ai apporté un... Qui est paru sur Match, on la voit là, si après vous voulez la regarder. Et donc c'est à la page 56, mais moi pour lire il faut que je me mette debout. Alors je vais me mettre debout. Chartres, 16 août 1944. La foule aujourd'hui n'a plus rien à craindre, ni balles perdues, ni rafles. Ameutée par qui? Comment? Elle sort des ruelles et se poste sur les trottoirs de la rue principale. Beaucoup de femmes et d'enfants. Il y a des robes blanches ceinturées de bleu et de rouge, des drapeaux tricolores moisis, froissés, attachés à des tringles à rideaux ou que l'on porte sur les épaules comme une cape, des rubans bleu, blanc, rouge au chapeau, dans les cheveux, des fleurs tricolores sur les seins. Les voilà, elles arrivent. Il y a dans les voix une excitation presque enfantine. On croirait entendre « Voilà les éléphants » ou « Voilà les clowns ». Mais non, voilà les salopes. Soudain, d'un balcon, une femme appelle. « Vous en avez oublié une, ici, une femme de Bosch, au 4e ». La procession est arrêtée. 3 hommes, en béret et brodequin, dont l'un porte un fusil, montent dans l'immeuble. Ils redescendent au bout d'un moment. La prise est belle. Une jeune femme, grande, bien faite, pâle comme une morte, et qui porte sur sa hanche un enfant. Quand elle apparaît, la foule se déchaîne. « Ouh, un enfant de Bosch, salope !» Les soldats la poussent dans le cortège. L'enfant, une fille, 2 petites couettes de cheveux blonds très pâles, effrayée, peut-être éveillée en sursaut, pleure. Sa mère lui parle à l'oreille. Que dit-elle ? Pourrie, tu es pourrie, sorcière, c'est l'enfant du diable, cette petite fritzouille. Frappez-y les fesses. Où il est ton Fritz maintenant? Dans ce vacarme, ce charivari sauvage, les femmes et leur escorte arrivent presque au pas de course sur la grande place. On a dressé la haute estrade
carré qui sert aux concerts en plein air et aux discours politiques. Sur cet échafaud nu, 2 chaises en fer. La foule se masse autour, visage levé. On fait monter 2 femmes, on les fait asseoir, presque gentiment. 2 hommes en blouse blanche se placent derrière elles, ciseaux et tondeuse en main. Le coiffeur de la rue du Four. Je croyais qu'il fricotait avec les boches, celui-là, non? Tu as vu le type de droite? C'est le tondeur de chiens. Explosion de rire. Les premières mèches tombent. Le tondeur creuse une allée de la nuque au front dans une chevelure drue, noire. Il y a un silence, comme une hésitation, puis une femme crie « Bien fait, tu l'as bien mérité ta coupe à la Wehrmacht !» Les gens rient. Les touffes de cheveux restent un moment en équilibre sur une épaule avant de tomber mollement. « T'iras le porter aux boches, ton foin, maintenant !» Les 2 tondus ont voulu rejoindre les autres qui attendent au pied de l'estrade. Non, elles doivent rester là, exposées. Leur crâne, leur visage boursouflé, leurs larmes, leur corps, tout doit être exposé. Un jeune homme hilar saute sur l'estrade. Il tient une boîte, il y trempe ses doigts. C'est poisseux et noir. Sous les ovations de la foule, il dessine une croix gammée sur le front des femmes, une autre sur leur décolleté. Elles se débattent à peine. En bas, les autres attendent, tête baissée. Sauf une, qui regarde droit devant elle avec un air de dégoût et d'indifférence. Un crachat glisse sur sa robe à fleurs. Elle est ailleurs. Et il y a aussi celle qui porte l'enfant, dont on aurait préféré se passer. Des femmes qui couchent, ça va, mais une mère, on ne sait pas par quel bout la prendre, celle-là. Tu as vu la grande, là? Depuis qu'on l'a chopée, elle n'a pas dit un mot. Tu as vu la gueule qu'elle fait? Oui. Tu sais ce qu'elle nous dit, sa gueule? Non. Elle dit « Je vous emmerde ». On verra ça tout à l'heure. Et celle qui a l'enfant? Mauvaise graine, chien dent d'allemand, on devrait supprimer tout ça, les noyer comme des petits chats, les écraser comme des cafards. Oui, ça ne devrait pas exister. Il faudrait les mettre dans des camps et les faire bosser jusqu'à ce que mort s'en suive, toutes ces embauchies. Les cheveux tombent, les crânes gris apparaissent, maigres ou plats ou bosselés. Les visages des femmes tondues se transforment. Ils deviennent durs, anguleux ou improbables, flous, si disgracieux soudain. Les rires redoublent. « Regarde-moi ce crapaud, et celle-là avec son pif. Tu as vu ses oreilles décollées? Ils en ont des drôles de goût, ces boches. » Seule la beauté de la jeune fille n'est pas altérée par la tonte. L'ovale de son visage, la forme de son crâne sont sans défaut. Au premier contact avec la tondeuse, elle s'est couverte de frissons. Sur ses bras, le fin duvet doré se dresse. Elle pleure, bras croisés. Je crois que vous avez bien saisi l'ambiance de ce moment absolument horrible qu'ont vécu un certain nombre de femmes. Et ça, c'était pour le passé, un passé terrible, un passé qui a un peu du mal à passer quand même. Et pour ce qui est du présent, alors on est donc. Il y a une espèce d'aller-retour sans arrêt entre le passé et le présent, parce que vous n'avez pas un point de vue uniforme du point de vue de la narration. Et ça la rend beaucoup plus vivante. Et on a l'impression, on change d'époque. On est dans le journal d'Elga, qui est la sœur de Hans. On est dans les lettres qu'il envoie à Marguerite. On est et on change d'époque et on change de point de vue aussi. Et ça rend vraiment la lecture dynamique. Voilà. On a vraiment envie d'en savoir plus parce que tout de même cette quête du passé, même si on se doute qu'il y a quelque chose de vraiment qui a à voir avec la résistance, mais on ne le découvre qu'à la fin, et on ne dira pas comment, mais cette quête du passé, elle est un peu haletante et dangereuse.
Moi, Romane, il lui arrive, et puis même Raphaël, le beau violoncelliste, hein, qui est tellement. Moi, j'avais l'impression de l'entendre en vous lisant. On s'en prend à eux physiquement. Hein, on les agresse. Le passé, ce passé terrible, ce passé où les gens ne se sont pas conduits forcément comme il aurait fallu le faire, ce passé ne passe pas. Et ce passé pèse. Oui, ils s'en étonnent d'ailleurs, les jeunes, en 2003, qu'on puisse les agresser pour des histoires qui se sont passées autrefois pendant la Dernière Guerre mondiale et où pratiquement tous les protagonistes sont morts, mais dans les campagnes, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants des résistants, et donc qui ont leur statut et qui sont sur un piédestal. Ceux-là en profitent justement pour essayer, ils représentent les notables, ils se poussent en politique grâce à ce passé. Et eux, ils viennent, ces deux jeunes, Romane et Raphaël, ils viennent fourrer leur nez dans des histoires pas très claires, et donc ça les met en danger forcément. Et c'est étrange de voir à quel point parfois un passé très lointain, comme moi par exemple quand j'ai écrit Les Rois de l'Horizon, c'est la conquête de l'Algérie. Donc ça se passe au 19e siècle. Plus personne n'est vivant qui a vécu. Eh bien, j'ai reçu, après la sortie de ce livre, une lettre d'un général français qui me disait que j'insultais l'armée française. J'ai été complètement estomaquée, mais pour lui, c'était encore vivant. Donc, le passé, il n'est jamais tout à fait mort. Hein. Le passé a un poids, surtout celui-là où les choses ne sont pas forcément ce qu'on dit qu'elles ont été, parce que un peu, il est mort, il est embaumé. Là, en France, il y avait 40 millions de résistants. Non. On sait très bien que ça n'était pas le cas. Et puis même à l'intérieur de ces gens qui ont effectivement résisté, qui se sont effectivement battus, ils se sont quelquefois trompés. Par exemple, il y a des haines de classe qui peuvent se superposer. Par exemple, les résistants qui s'en prennent aux châtelains supposent que naturellement ils sont collaborateurs. Heureusement, ils sont sauvés in extremis, mais il s'en est fallu de très peu. Et je pense que des scènes comme ça, elles ont effectivement existé. Hein. Oui, oui. Mais je me suis inspirée justement pour ça sur des erreurs, des bavures qui ont été commises par la résistance, mais c'est très, très juste ce que vous dites, qui étaient à la base, qui se sont greffés sur des problèmes de classe. Alors c'est vrai que comme on le voit, hein, comme vous l'entendez, je pense il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a le passé, le présent, l'enquête, il y a l'amour lumineux de Romane et Raphaël, il y a l'amour lumineux aussi de Hans et Marguerite, et beaucoup de thèmes abordés dans ce petit livre qui se lit vraiment d'une traite à cause de, je pense, que les changements de point de vue, je veux dire, ça nous aide vraiment, nous lecteurs, à vraiment nous projeter complètement dans cette histoire-là, un peu comme dans un film. Voilà. J'espère qu'il y a un cinéaste dans la salle là, qui va vouloir faire quelque chose avec. Voilà, donc beaucoup de thèmes. Hein. Alors maintenant, il nous reste quelques petits moments pour parler d'un recueil de nouvelles. Hein. Un recueil de nouvelles, le voilà. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que c'est vraiment réussi, hein, ce vert et ce jaune là. Repas de fiel. Alors pourquoi est-ce que vous avez envie, un écrivain qui écrit des romans, pourquoi est-ce qu'à un moment il a envie d'écrire des nouvelles? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que c'est le but? Qu'est-ce que c'est le propos? Est-ce qu'on se dit qu'on a une idée, qu'on veut la concentrer sur 2 pages? Parce qu'elles pour certaines sont très courtes. Oui, c'est comme mais des nouvelles, j'ai déjà un recueil écrit, de nouvelles qui s'appelle Le règne animal, et ça a été mon 2e livre, je crois. Parce que autrefois, j'écrivais surtout des nouvelles parce que j'avais pas le temps. Pour écrire un roman, c'est un travail au long cours, il faut du temps, alors que moi, à l'époque, je travaillais, j'avais des enfants, et donc j'écrivais des petits textes courts. Et ça m'est toujours resté, j'aime écrire court. Même
Bon, dans le 12e corps, c'est vrai qu'on dirait que ça s'étale et tout ça, mais malgré tout, j'essaie toujours d'être synthétique et même lyophilisée. Parce que je détesterais ennuyer mes lecteurs. Et puis, alors les nouvelles, surtout là, ce sont des micro-nouvelles. C'est des petits éclats que je pourrais très bien replacer dans un livre, hein, en la gardant. Et puis, mais tout à coup, j'ai l'impression, là, j'ai eu l'impression que j'en avais plusieurs et que ça pourrait très bien faire un recueil. Et donc, mais ce sont des petits éclats, des petites choses qui me viennent en tête, et tout à coup, ça forme quelque chose qui se tient, qui se suffit. Donc, alors, dans ces nouvelles, il y en a 20 courts récits. Alors, il y a une femme qui va voir son mari à l'hôpital. Il y a Khalil qui dîne au restaurant avec son boss, une très belle femme. Mais, sauf que c'est un peu compliqué parce que dans son assiette, il y a une chenille. Et que quand on mange avec sa patronne, eh ben, c'est très compliqué comment est-ce qu'on fait de la chenille. Voilà, je vous dirai pas ce qu'il en fait. Voilà, il y a aussi la nouvelle, la dernière, hein, où manifestement vous dénoncez le rôle que la société impose aux femmes. Et là, j'ai retrouvé la Jeanine Tesson féministe, dynamique, et vous avez bien raison. Ça, c'était un texte que j'avais écrit pour les 10 ans de Chèvrefeuille étoilée. Et puis tout à coup, je l'ai relu, je me suis dit, mais il est encore d'actualité. Et donc, voilà, je l'ai... Bon, puis ça a plu. Il y a eu aussi le choix parce que j'en avais d'autres, hein, de nouvelles. Il y a eu le choix de l'éditrice. J'avais une somme assez importante de nouvelles et elle n'a choisi que les petites, que les courtes. Voilà. Donc là, moi, je vais en lire deux très courtes, très courtes. Vous allez voir où vous verrez. Et puis après, Janine vous en lira une. Hein. D'accord. C'est ce qu'on avait dit. C'est bien. On s'est bien mis. C'est moi qui lis la femme la plus grosse du monde, non? Oui, effectivement. d'accord. Voilà. Moi, je vais commencer par Les feuilles mortes. Elle marchait devant moi au bord de la Seine. Il faisait froid en ce début de mois de novembre. Elle marchait, toute petite, ronde, un peu engoncée dans son anorak rose. Elle écrasait les feuilles rousses et jaunes des marronniers. Elle les faisait voltiger à petits coups de pied. Petits. Elle ne savait pas encore bien lever la jambe et elle était prudente, malgré l'excitation qui la gagnait à faire bruire les feuilles. Elle accélérait, elle riait en jetant de temps en temps en arrière des coups d'œil vers moi. Je voyais son petit nez rougi. Je lui souriais. Elle trottinait, elle ne se lassait pas de faire envoler les feuilles dans ce bruit de papier froissé. Elle les piétinait, émerveillée, grisée, comme le sont les petits-enfants. Nous arrivions au musée d'art moderne. En face venait une femme, habillée de noir, mince, qui marchait lentement. De loin, j'avais remarqué qu'elle regardait Anna, une femme élégante, une belle soixantaine. Elle ne quittait pas Anna des yeux, elle se rapprochait. J'ai vu la tristesse de son sourire. En nous croisant, elle a dit d'une voix grave, « Ses premières feuilles mortes ». Et elle est passée. Un peu sur le même thème, d'ailleurs, vous allez voir, un peu différent. En attendant le pape. Marre d'attendre debout sous le soleil que le pape passe dans sa papamobile. Puisqu'on est à Rome en touriste, il faut qu'on voit tout, même le pape, tu crois vraiment? Mais bien sûr. Aller à Rome sans voir le pape, ça aurait l'air de quoi? Elle s'assied au bord du trottoir, sans cesser de surveiller les enfants qui courent d'un lampadaire à l'autre. Il arrive à toute allure. Il a 5 ans, la peau brune, les cheveux décolorés par le soleil, le tour de la bouche teint du chocolat de sa dernière glace. Il court vers elle, se cale entre ses jambes, passe ses mains poisseuses sur ses joues. Et soudain, elle le sent en arrêt. Il murmure « Maman, tu as un cheveu blanc ?» C'est possible. Il reste silencieux. Le monde se fige un instant. Au moment où il pose la question, dans sa tête, l'inimaginable prend corps, s'impose, devient réalité. À peine a-t-il commencé à l'exprimer qu'il a renoncé à son désir éperdu d'être démenti.
Elle entend dans le tremblement de la voix ce glissement, cette chute de l'innocence incrédule à la soumission devant la fatalité. Mais alors, toi aussi, maman, tu vieillis? Voilà. Ça, c'était deux petites nouvelles, évidemment. Deux nouvelles sur le temps qui passe. Sur le temps. Le temps, voilà. Alors maintenant, c'est un mélange un peu hétéroclite. Absolument, mais ça fait rien. C'est ce recueil, parce qu'il y a des nouvelles qui parlent du passé, il y en a qui... voilà, c'est un petit peu de tout, quoi. Et là, je vais vous lire La femme la plus grosse du monde, qui m'a été inspirée par un tableau de Pierre François. Peut-être connaissez-vous ce peintre, qui est un peintre sétois, qui a disparu maintenant, qui est un peintre très lumineux que j'ai connu, qui était quelqu'un de merveilleux, et qui avait beaucoup dessiné les fêtes foraines. Et un jour, il m'a raconté la fête foraine vue par 2 enfants au début du siècle. Alors, c'était pas au milieu du siècle. Et voilà ce que j'en ai tiré. La femme la plus grosse du monde. Ils sont passés devant les manèges de chevaux de bois aux harnais dorés, devant le marchand de pommes au caramel. On ralentit devant la baraque couverte de portraits verdâtres de la femme serpent et celle où s'exhibe l'homme sans tête et son inverse, l'homme sans corps, dont la tête bavardait et sifflait, posée sur un plat. L'homme le plus fort du monde, ils l'avaient vu l'année précédente. L'homme singe ne leur disait rien. Ils avaient déjà leur oncle René, qui était aussi velu des épaules que chauve de la tête. Leur mère l'appelait Gorille. Le palais des horreurs attirait le grand, mais petit Jules avait peur des squelettes. Ils serraient la pièce que leur père leur avait donnée, poing fermé dans la poche de leur short. Où allaient-ils la dépenser et pour découvrir quelle merveille? Ils avaient déjà fait 2 fois le tour de la fête foraine. Le grand avait presque 9 ans, son frère 7. Ils avaient encore l'âge de se tenir par la main. À présent, ils étaient plantés devant une étoffe blanche qui se détachait sur le ciel flamboyant de cette soirée d'octobre. Ce drap, de forme étrange, claquait au vent, accroché par une rangée de pinces à un fil tendu entre 2 piquets. Parfois, il se gonflait comme une montgolfière et l'on pouvait voir 2 trous énormes en bas, bordés d'une fine dentelle. « Tu as vu ce que c'est » chuchota l'aîné. « Non, c'est quoi? Une voile de bateau? Mais non, idiot, c'est une culotte. Regarde la pancarte, lis. Ceci est la culotte de Suzy, la femme la plus grosse du monde. Défense de toucher. » Sans se concerter, ils sortirent leurs mains de leurs poches et s'avancèrent vers le guichet en forme de chatière qui trouait la baraque verte de la femme la plus grosse du monde. « Alors, ça vous intéresse ?» La voix aigre les fit sursauter. Ils glissèrent leurs sous sur le rebord. Une petite main crochue les saisit. Le rideau rouge pisseux qui masquait l'entrée se releva comme par enchantement. « Allez, entrez !» Ils pénétrèrent dans une obscurité éclairée en son centre par une masse blafarde légèrement phosphorescente. C'était elle. Elle reposait sur une espèce de canapé géant dont on ne voyait qu'un peu du dossier rouge. Elle couvrait tout. Ils firent un pas en avant. Était-elle entièrement nue ou un peu habillée? Ils n'auraient pu le dire. Elle était faite, du menton au genou, d'une succession de vagues blanches comme du sein doux, plus ou moins épaisses, qui retombaient les unes sur les autres. L'aîné, hypnotisé, pensa aux coulures des cierges de l'église. Le petit crut voir un bonhomme Michelin géant à moitié dégonflé. Les pieds de la dame, plâtreux et rebondis comme des brioches crues, étaient glissés dans des mules rouges à paillettes. Les doigts opalescents de la plus grosse femme du monde étaient boudinés, pointus au bout comme des pieds de cochon. Les 2 gamins étaient médusés. Était-elle morte? Non. Ils virent que les bourrelets de la plus grosse femme du monde
tremblotait au rythme d'un sifflement régulier qui devait bien être sa respiration. Elle semblait ne pas avoir d'yeux. Et des oreilles, est-ce qu'elle en avait? Et le reste? À ce moment, avec une grande lenteur, parce que ses paupières étaient les plus lourdes du monde, l'énorme femme ouvrit les yeux et fixa les deux frères. Le pêcheur, tombé à la mer, croisant le regard du calmar géant, n'éprouverait pas plus d'effroi. Le plus grand se sentit aspiré dans cette prunelle noire, placide et désespérée, et il décela bientôt dans ses yeux, sans que la femme ait prononcé un mot, sans qu'un trait, il n'y avait pas de trait, de son visage ne se soit modifié, la naissance d'une colère si monstrueuse qu'il eut la sensation de se liquéfier à l'intérieur. Il en était persuadé, cette créature les détestait, lui et son frère. Quand la femme, la plus grosse du monde, remua imperceptiblement l'un de ses doigts gonflés, quand ils virent, épouvantés, s'ouvrir sa bouche minuscule, coincée entre ses joues monstrueuses, et qu'ils l'entendirent d'une voix de petite fille prononcer un mot qu'ils ne comprirent pas, ils prirent la fuite et coururent sans s'arrêter jusqu'à la grille qui clôturait l'enceinte de la fête foraine. Elle est effectivement terrifiante. Hein. Je crois que j'aurais eu peur aussi. C'est ce que m'avait raconté Pierre-François. Et il y a un tableau, je pense qu'il est au musée Paul Valéry, un tableau de lui où on voit la culotte pendue. Alors si un jour vous allez au musée, essayez de retrouver ce tableau, parce que voilà. Ah, il faut regarder les tableaux de Pierre-François, que j'ai aussi la chance de connaître et de rencontrer. C'est un grand monsieur, et il avait une manie, il peignait sur tout. Il peignait les poteaux électriques, il peignait les timbres, il peignait les enveloppes, il peignait sur tout. D'ailleurs, il a eu quelques ennuis, parce que l'EDF lui a dit « Monsieur, les poteaux électriques, ça suffit ». Et il a eu aussi des problèmes, parce qu'il peignait les timbres sur les enveloppes. Il avait la peinture en partage, et il peignait partout. Et en plus, il était adorable. Voilà, ceci n'avait rien à voir avec Janine, mais si quand même, parce que la dernière nouvelle, elle a été inspirée par quelque chose qu'a raconté Pierre-François. Oui, bien sûr, oui. C'est un homme merveilleux. Et j'aime beaucoup ces tableaux. Aussi. Voilà, donc on va peut-être s'en tenir là pour avoir parlé de ces deux livres. La parole est à vous maintenant, si vous avez envie de poser une question à Janine. Voilà. Mais comme c'est enregistré, je vous donne le micro. Voilà. Merci. Je ne connais pas toute votre œuvre, qui est riche. J'ai lu une demi-douzaine de titres et j'ai été très frappée par la cohérence des images et des thèmes. Alors, par exemple, dans le 12e corps, effectivement, il y a Marguerite qui a aimé un soldat allemand, qui a eu un enfant de lui, puis le soldat a disparu. Elle a été ignominieusement tondue au moment de la libération, punie avec ses autres femmes. Et dans le repas de Fiel, il y a une toute petite nouvelle où le personnage, lui aussi, c'est une femme qui a aimé un soldat allemand, qui a eu un enfant de lui, le soldat a disparu, et lui aussi parlait français, était poète, et peut-être musicien, et puis elle est tondue. Et elle, au contraire de Marguerite, pour qui ça commence à sombrer dans le 12e corps, elle se souvient de tout, elle se souvient. La nouvelle s'appelle Brushing, hein, et on apprend à la fin qu'on la coiffe parce qu'on va fêter son centenaire. Et elle se souvient de ça et de ses touffes de cheveux qui tombaient quand elle a été tondue. Alors je me demandais quel était le premier texte, si c'était le germe du roman, ou si vous aviez voulu donner une autre fin à l'héroïne, puisqu'elle se souvient de tout. Puis j'ai été frappée dans d'autres cas, par exemple par ces femmes puissantes, inspirées que vous évoquiez. Bon, il y a dans le 12e corps, il y a Marguerite, il y a sa sœur qui est la seule à la secourir. Élise, oui. Il y a Artémisia avec son tableau Judith décapitant Holoferne, la référence à la décapitation d'Holoferne par Judith. Il y a ces femmes tondues qui refusent, les deux qui refusent, dont elle, qui refusent de se laisser humilier. Et dans la métamorphose du Rossignol, que j'adore, il y a par exemple, comme disait Madame, les hommes quand même dans l'ensemble c'est moins bien. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a des hommes dans la... Mais si, il y en a, mais... Et il y a un des personnages qui dit moi, je me suis rendu compte qu'au fond, tous mes Jules, ce qu'ils souhaitaient, c'était trouver leur mère, hein, que je sois leur mère, soit pour m'y opposer, soit pour l'imiter. Et puis, je sais pas si c'est le même personnage qui dit si elle arrive à apprivoiser un homme, c'est qu'elle n'est pas difficile. Et alors, l'apprivoisement, il y a aussi le thème du chien, hein, dans le 12e corps. Non seulement c'est un roquet, mais c'est un petit roquet. L'homme agressif, c'est vraiment le pléonasme voulu. C'est un petit roquet. Et bien sûr, ça c'est tout le Canimonde. Dans Canimonde, c'est tout l'argument, l'inversion entre les chiens et les hommes. Et puis... dans le Rossignol aussi, l'un des personnages dit c'est facile, on leur donne des noms, on les appelle Arthur, Tom, Philippe, Katia, je ne sais quoi, et puis on les caresse, on les rosse, etc. C'est très pratique. Et dans Canimonde, effectivement, les chiens portent des noms humains. Oui, mais comment vous le savez, puisque vous écrivez, on se rend pas toujours compte qu'on rebrode toujours sur les mêmes thèmes qui nous constituent, qui nous tiennent à cœur, mais on le fait d'une façon différente. Ce sont des motifs, c'est comme en musique, hein, des motifs qui sont traités différemment, mais finalement, quand un lecteur ou une lectrice a lu plusieurs livres, se rend compte que les choses reviennent. Oui, moi c'est sûr que mon histoire avec les chiens, mais j'ai mis un petit moment à m'en rendre compte. Moi je m'en suis rendu compte, mais j'ai trouvé ça très cohérent et très récurrent, mais très drôle en particulier. Bon, cette histoire des noms, parce que souvent on entend se moquer des gens qui disent viens voir papa, viens voir maman, mais là en plus le coup des prénoms, c'est tout à fait ça. Oui. L'attitude des Français envers les chiens, absolument. C'est quand même pour les étrangers, c'est assez remarquable, hein, quand même. Et un autre thème, je termine avec ça parce qu'il y en aurait bien d'autres, mais un qui m'a frappé aussi, parce qu'il est peut-être un peu démodé, mais qui me tient à cœur, c'est le thème de l'effort, parce que de la discipline, de l'effort sur soi-même, dans le 12e corps, vous dites il faut faire un effort pour être un humain. Et puis il y a ces funambules, ça demande une grande discipline. Dans le Rossignol, dans la métamorphose du Rossignol, le personnage dit la beauté, quelle discipline, hein. Et puis dans Canimonde, il y a l'idée que les maîtres n'ont pas formé les enfants, qui sont devenus des hordes incultes et barbares. Oui. Voilà. Et j'étais très frappée par ça et par cette cohérence. Oui, c'est vrai que c'est très fin d'avoir vu ça, parce que moi je le sais que pour moi l'effort et le travail recommencé, et l'acharnement, et c'est quelque chose que bon, j'ai compris tard, parce qu'au début, quand j'étais petite, on me disait que j'étais une paresseuse, donc j'ai tourné Kazakh, je suis devenue quelqu'un qui aime travailler, qui aime l'effort, mais c'est extraordinaire que vous ayez vu ça, parce que bon, la plupart des lecteurs, ils se rendent pas compte. C'est un thème qui traverse les livres que j'ai. Il y a un thème évidemment qui me tient à cœur, mais qu'on voit plutôt dans la littérature pour la jeunesse, qui est l'éducation. Pour moi. Et là, dernièrement, j'ai écrit pas mal de choses sur l'éducation, qui ne sont pas encore publiées. Parce que pour moi, l'éducation, c'est le problème, quasiment le problème numéro 1 de l'Occident, quoi. Et donc, on devrait tous se pencher là-dessus, et parce qu'il y a urgence, hein. Voilà, donc oui, ça se voit. Bon, par exemple, Canimonde, évidemment, c'est une histoire de chiens. Les chiens ont remplacé les enfants. Les enfants sont élevés en institut, dans des sortes d'usines à enfants. Et pour assouvir leur affectivité, les gens ont des chiens. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être des jeux vidéo. Il pourrait y avoir autre chose. C'est montrer que l'éducation, à un moment, quand elle est délaissée, elle finit par devenir impossible.
Oui, on a affaire après à des enfants sauvages, on en voit, ça existe, des enfants sauvages, parce que l'être humain, il vit longtemps et il a besoin d'être éduqué. Éduqué tout petit et jusqu'à un certain âge. Et quand l'enfant n'a pas ça, ça devient une brute dangereuse. C'est connu, quoi, c'est pas... Oui, voilà. Non, non, pas du tout. Bien sûr que non. Oui. Hop. Je voudrais faire une remarque qui m'est venue quand vous avez lu le passage assez terrifiant sur ces femmes qui sont tondues. On voit les cheveux qui tombent, on voit c'est visuel, quoi. Il y a cette masse de cheveux qui tombent sur leurs épaules, et ça m'a ramené à la Révolution française, où on coupait les cheveux des personnes qui passaient à la guillotine. Et pareil, les gens qui allaient assister à ces exécutions étaient pareil aussi agressifs envers les personnes qui allaient mourir. Oui, oui, c'est ça. C'est aussi le phénomène de la foule, la bassesse des foules. Et donc, ces gens-là ont été opprimés par les nazis. Et la première chose qu'ils trouvent à faire, c'est d'opprimer des gens. Enfin, ça se retourne comme un gant. C'est terrible, mais c'est ça, c'est la bassesse de la foule qui réfléchit pas, qui... Moi, je dirais que c'est pas la foule. J'ai bien utilisé le terme Révolution française, qui est quand même notre heure de gloire. Qui est l'heure de gloire de la France. Quelque part, on a valorisé, fêté la Révolution française. Il y a eu des foules sanguinaires, et il y a eu pendant la Révolution, comme il y en a eu à la Libération, ce qu'on a appelé la Libération. Pareil, ça a été aussi la libération de certains instincts qui, bon, certains ont été canalisés, et ça s'est pas trop mal passé, mais des femmes qui ont été comme ça arrêtées par la foule, certaines ont été pendues. On a des films, on le sait. Donc ça va très loin. Mais c'est un moment de libération, et de libération de tout. De la barbarie. On utilisait le terme barbare, c'est à peu près ça, quoi, je crois. Heureusement, dans le 12e corps, il y a des choses qui ne sont pas aussi lourdes et plombées, hein, parce que sinon, ce serait difficile de lire le livre comme ça aussi. Alors, hein, je vous promets, quand on lit, on est emporté par ce livre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant peut-être de passer à la vente? Parce que la dame qui vient de parler tout à l'heure, elle a parlé de tous les livres, là, Canimonde, Métamorphose du Rossignol et tout ça. Et certains sont à vendre là, auprès de la librairie Sorens ou directement auprès des éditions du Chèvre étoilé. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question ou d'autres remarques ou Mais vous pourrez parler à Janine quand si vous faites signer un livre. Enfin, vous avez toute l'attitude pour le faire. Hein. Voilà. Merci à vous. Merci Janine. Merci Michel.